Donc peut-être qu'on peut être en transition d'une manière régulière, d'accord? En s'adaptant, effectivement. En s'adaptant à ce qui se passe, tout en respectant à côté les priorités, le territoire, etc. Peut-être que je n'ai pas répondu à votre question, mais je le vois comme ça. Et donc à Toulouse, il y a des choses qu'on essaye de faire. Par exemple, c'est vrai que, par exemple, sur le transport, on accentue le transport au maximum. Donc que ça soit, même si on est à l'opposition avec le tramway, donc, mais on y arrivera, c'est pas le problème. Le métro, les bus, mais aussi on a multiplié par 5 les pistes cyclables à Toulouse depuis qu'on est arrivé. On a multiplié pareil le budget par 3 ou par 4 sur tout ce qui est vélo, pistes cyclables. Mais aussi aujourd'hui, toujours sur le transport, là, dans le cadre justement de l'outil qu'on met en place pour les entreprises, on a une entreprise qui ouvre là, qui, comment dire, ça crée une plateforme en dehors de Toulouse. Les camions ne rentreront plus dans Toulouse, vont venir effectivement déposer leurs colis là. Et cette entreprise, qui est donc qui va être une société coopérative d'intérêt collectif, avec des camions électriques fabriqués dans le Gers, avec un concepteur gersois, va utiliser ces camions-là, et des vélos, donc, comment ça s'appelle ça, triporteurs, qui peuvent porter jusqu'à 200 kg de marchandises. Voilà. Par exemple, la Biocoop, c'est ce que je leur ai dit, vous pourrez payer cette structure en sol, puisque ça y est, ils ont commencé à se lancer, et ça va partir du sol aussi, etc. Et c'est tout ça, quoi, je veux dire, voilà, c'est une politique de transport, on va pas dire, on fait du transport en commun. C'est comment on arrête les camions d'entrée, quels sont les moyens que l'on donne. La voiture partagée, c'est de la voiture, sauf que la voiture partagée, une voiture partagée, c'est 10 voitures de moins dans la ville, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc là, aujourd'hui, on est à 30 ou 40 voitures partagées sur la ville. C'est tout ça qui se met en place. C'est un exemple, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, beaucoup d'autres choses. Donc il en va de même que lorsqu'on parle de ville en transition, c'est un phénomène anglo-saxon, on pourrait dire, mais quand vous entendez parler de décroissance, c'est un peu dans le même ordre d'esprit. Oui. Je suppose que vous avez des personnes ici qui aussi militent, qui sont très proches de ces mouvements-là, qui suivent... Sur la décroissance, on a des personnes qui militent, et c'est pareil, c'est exactement pareil. Ouais. Si on a des ayatollahs de la décroissance, ça ne passe pas. D'accord? Ça ne peut pas passer. La population, quelle qu'elle soit, n'est pas prête à entendre effectivement que demain, en gros, on vit avec de la bougie ou avec... etc. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, je suis, par exemple, ce que je dis, je suis pour la décroissance. Par exemple, aujourd'hui, je suis pour de la décroissance. D'abord, montrer un exemple par l'État lui-même. D'accord? Moi, je serais pour, par exemple... Alors, je m'excuse, c'est très politique, on peut ne pas être d'accord, mais moi je suis pour la décroissance du financement de nos armées, des armes, etc., et que tout l'argent gagné là-dessus soit remis sur effectivement des développements énergétiques pour les populations, d'économie solidaire, etc. Pour moi, ça serait déjà un exemple de décroissance militaire, je le dis comme ça, pour montrer qu'effectivement on peut vivre autrement. Mettre en place, par exemple, dans le cadre de la décroissance, ce qu'on oublie souvent, on est très souvent sur des exemples, en disant... on utilisera moins d'énergie, on mangera moins, enfin, etc. Moi, je trouve très bien tout ça. Ça, c'est quelques-uns qui le disent, c'est un microcosme qui le dit. Mettons les moyens dans l'accompagnement des personnes dans tous les lieux où ils vivent, pour leur expliquer qu'on peut vivre autrement, qu'on peut manger autrement, leur donner des exemples concrets, etc. Si on ne met pas des moyens d'information et de formation de la population, à aucun moment ça ne fonctionnera. À aucun moment ça ne fonctionnera. Il y a seulement que des slogans qui peuvent plutôt faire peur, quoi. Voilà. Si on ne va pas voir nos producteurs en leur disant aujourd'hui produisez autrement, moi je vous donne un exemple simple. À la cantine de Toulouse, on a décidé d'avoir un repas par semaine et par enfant sain. Alors moi je dis sain, et lui elle dit bio, moi je dis sain. Déjà, les services à l'époque, quand on est arrivé, on a dit ça, les directeurs de service nous ont dit ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'étais dans cette municipalité, hein, donc j'avais fait 37 ans avec un système, donc on a dit, vous me dites, et moi j'ai trouvé les entreprises qui faisaient effectivement des produits sains, coopératives, etc. Donc on a réussi aujourd'hui à mettre un repas sain par semaine. On veut passer au deuxième repas sain, on ne peut pas. Pas que nous on n'ait pas la volonté, on l'a. On ne trouve pas des producteurs. On ne trouve pas les producteurs pour répondre à la demande. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler à l'accompagnement des producteurs en disant, vous tirez la langue, vous dites que vous n'arrivez pas à payer vos charges, que vous êtes payé au SMIC ou moins que le SMIC, etc. Vous avez là une possibilité de vivre dignement
mais en faisant aussi de la production saine qui vous fera plaisir quand vous voyez que les gens qui viennent acheter en souriant et en se disant là je ne vais pas être malade, quoi, par exemple. Quoi. Et donc à partir de là, nous on vous dit étudions ensemble la transition de vos terrains, ça dure 3 ans, d'accord, la transition de vos terrains sur une production saine, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 ans, comment vous vivez pendant ces 3 ans, etc. Et dans 3 ans, dès que vous sortez vos produits sains, eh ben, nous en tout cas on est déjà une source. On peut effectivement acheter, mais beaucoup de gens. Moi, à Toulouse, j'ai actuellement 80 MAP, d'accord. J'ai calculé que ça fait vivre à peu près par semaine 10 000 habitants, les 80 MAP. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai une liste de 1000 personnes qui attendent des AMAP et je n'ai pas de producteurs pour répondre. Et que certains commencent à me faire venir des producteurs du côté de Narbonne, etc. Et je leur dis, moi je ne suis pas d'accord. Faire 170 bornes pour venir donner des produits sains alors qu'on est en train de polluer avec un moyen de transport, etc. On n'est pas dans la logique, ça ne va pas. D'accord, et tout ça, c'est un travail sur du long terme. Donc, la décroissance, oui, mais aujourd'hui, il faut se donner les moyens de la décroissance. Et la décroissance, ce n'est pas non plus être dans une démarche austère. On la présente toujours sur une démarche austère, la décroissance. Que ce soit une décroissance réfléchie. Et moi, je veux dire quand même le terme que je n'ai pas encore dit tout à l'heure, que j'emploie, dans une démarche de progrès. Moi, j'appelle ça une démarche de progrès. Dire qu'on passe d'une économie à une autre économie, c'est une démarche de progrès. Et une démarche de progrès, eh ben, ça s'accompagne. C'est vraiment une démarche. Ce n'est pas une imposition du jour au lendemain. Dire qu'à une entreprise, elle ne pourra jamais avoir du sol, moi je ne suis pas prêt à le dire. Par contre, je suis prêt à dire à l'entreprise, voilà, il y a une charte, il y a 25 points. Ça vous intéresse, oui. Ben, vous rentrez dans une démarche de progrès, on vous accompagne pour voir comment votre entreprise peut avoir effectivement des points qui sont dans cette charte-là, y arriver et commencer à avoir un label provisoire, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans, puis etc. etc. J'appelle ça une démarche de progrès. Et c'est ça qui nous a... Mais si on va lutter d'une manière frontale contre la société aujourd'hui, la société nous mettra ses bulldozers. Hein. Il faut gagner dans le fond avec la population, etc. Et donc, c'est tout ce que je dis là. Quoi. Je m'excuse, il ne faut pas me faire parler là-dessus parce que je parlerai longtemps. Si, on a envie de vous entendre longtemps quand même. Là, vous avez favorisé quand même, je dirais, d'une municipalité quand même qui était favorable à ces idées-là. S'il y avait eu vraiment une opposition forte, une autre municipalité, vous auriez été tenté de lancer une monnaie quand même, ou ça aurait été, pour vous l'échec, beaucoup plus difficile. Vous auriez été tenté quand même de le faire? Une autre municipalité, j'aurais pas été dedans, puisque moi je suis à gauche, donc c'est ça, oui. De droite, donc, mais en tant qu'association, est-ce que vous auriez été tenté de quand même de tenter le truc? Oui, mais sauf que je pense qu'on l'aurait fait, mais peut-être pas à ce moment-là sur le sol éco. D'accord, on aurait peut-être parti plutôt sur le sol temps. Je pense plus facilement au départ, dans le cadre d'une structure, de deux structures, ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que si dans 3 ans, la municipalité passe à droite, ils ne pourront plus revenir sur le sol. Ça, je le sais. Parce que le sol continue à tourner de toute façon maintenant. C'est déjà ça, quoi. Les habitants se sont appropriés la monnaie. Ils se sont appropriés, et puis bon, on a trouvé des systèmes pour que la monnaie puisse tourner, puisse vivre, etc. On va l'améliorer, hein, mais voilà, donc aujourd'hui c'est ça. Et puis, moi j'ai mis donc cet élu de droite dans le comité de pilotage avec nous. Donc du coup, on aura des gens de droite qui ont été déjà contaminés, et qui vont continuer. Et la dernière chose qui m'a fait rire la dernière fois par rapport à ça, c'est un élu, justement l'élu qui était venu me dire qu'il allait présenter, être contre, etc., et qui a voté et qui s'est abstenu lors du conseil municipal de mars, est venu me voir au dernier conseil municipal en juin, et puis il me dit, tu sais, j'ai une idée pour le sol. Je dis, mais tu n'étais pas abstenu, toi tu n'étais pas contre? Oui, mais j'y réfléchis, j'ai une idée pour le sol. Si avec le crédit municipal, on travaillait sur les prêts en sol, ça serait quand même pas mal, quoi. Si, tu vois, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Si, écoute, on prend une réunion avec toi, on va travailler là-dessus, c'est une très bonne idée, quoi. Et comme quoi, la contamination, si j'étais bloqué en disant tu n'es pas avec moi, donc je te parle pas, et puis ça ne m'intéresse pas, voilà. Oui. Là du coup, la personne, elle sent la porte ouverte, et elle vient, et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le poids d'acteurs économiques dans toute cette affaire est assez, ou à titre individuel, est assez important pour avoir donné naissance à cette monnaie, ce qui s'est passé, enfin qui est vraiment absolument... Alors, je pense que c'était dans. En tout cas, c'est pas ça qui a permis à ce que la monnaie voit le jour. On était décidé à le faire, mais aujourd'hui, la crise économique telle qu'on la connaît
ne peut que favoriser. Et nous, on n'hésite pas effectivement à en parler. Aujourd'hui, on montre qu'effectivement, la rareté de l'euro fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons la rareté de l'euro sur les territoires et dans les pays, pour pouvoir commercer, échanger, fait que nous sommes dans une crise économique puisque l'euro est rare. Et donc à partir de là, on n'arrive plus à échanger, on n'arrive plus même à payer ses dettes puisqu'on n'a plus l'euro suffisant. Or, l'euro en tant que tel, il y en a, il est capitalisé, c'est ce que l'on dit. Donc on prouve effectivement par là que si la monnaie complémentaire, elle tourne et crée effectivement une richesse vertueuse, entre guillemets, on va le dire comme ça, elle permet à une économie de pouvoir tourner et de pouvoir tourner pour tout le monde. Alors, nous, c'est ce qu'on utilise de plus en plus. Là, je suis sur un groupe au niveau national où on va étudier les réponses effectivement à la crise économique par le biais, entre autres, des monnaies complémentaires, entre autres. Et je pense qu'on va l'utiliser très rapidement puisque le Portugal ne va pas tarder à rentrer en récession, donc on va le dire. Puis de toute façon, les autres pays vont suivre. La crise n'est pas derrière nous, elle est bien devant nous de toute façon. Donc, bien sûr, il faut... c'est démagogique, je dis, mais il faut l'utiliser, quoi. C'est vraiment ça. Après, on a des exemples dans l'histoire des monnaies complémentaires qui montrent que des territoires importants ont pu s'en sortir en sortant effectivement de la monnaie officielle. Moi, je me rappelle, je ne sais plus le nom de cette ville autrichienne qui effectivement, en 1930, a pu sortir de l'endettement en créant sa propre monnaie complémentaire, en payant ses salariés comme ça, et qui a été attaqué par le gouvernement autrichien à l'époque au bout de 5 ans parce que ça marchait bien, sauf qu'ils ont prouvé que ça marchait, quoi. Ce qui me gêne un petit peu dans les monnaies complémentaires générales, c'est ça tourne vraiment autour du bio que ça, il n'y a pas vraiment d'aspect vraiment social. J'ai oublié de vous dire, par exemple, nous pas du tout, enfin pas du tout. On a les bio, oui, bien sûr. Mais on a les épiceries sociales et solidaires, qui ont aussi d'autres produits, d'accord. Socialement, c'est vraiment important. On a des AMAP, qui sont aussi labellisés, on a aussi des restaurants qui sont labellisés, donc il n'y a pas que du bio, d'accord. Moi, je dis bien produit sain. Parce que pour moi, le bio, on a vu dernièrement d'ailleurs en Allemagne ce que ça a amené quand on dit bio, à revenir des produits d'Égypte, d'accord, bio, et puis voilà. Et pour moi, le bio, c'est une entreprise comme une autre qui n'est pas plus solidaire que les autres. Par contre, on peut faire du bio en étant une entreprise solidaire, et là, ça prend effectivement un autre sens. Voilà, donc, et après, quand on fait venir du bio, qu'on trouve dans les biocoop, qui vient de 5000 km d'Asie, qu'on appelle produit asiatique bio, je suis désolé, mais... je comprends pas trop.